Bienvenue pour cette petite vidéo consacrée à la puissance réactive. Commençons par l'origine du mot réactive qui vient du grec reactus, donc en français réacteur nucléaire. Mais non, n'importe quoi, ça n'a absolument rien à voir. Elle n'est pas radioactive, la puissance, elle est réactive. Alors, si on prend un vrai dictionnaire, on nous dit qu'un truc réactif, il réagit à quelque chose. Et ça, c'est la vraie raison qui donne son nom à la puissance réactive, que les anciens appelaient la puissance déwattée, car elle ne produit pas d'action, donc ne s'exprime pas en watts, mais en var. Je rappelle que la puissance active produit une action, d'où son nom, et elle est associée à un transfert d'énergie entre une source et un récepteur électrique. Et je rappelle au passage que l'électricité n'est au final qu'un moyen d'éloigner le producteur d'énergie de son consommateur. Et ça, c'est super pratique, car avant la découverte de l'électricité, on était obligé de produire l'énergie à l'endroit où on en avait besoin. Et ça, quelle que soit l'énergie primaire. Il fallait produire, donc transformer l'énergie sur le lieu de l'action. Mais attention quand même, avec la crise actuelle, ce modèle énergétique pourrait redevenir à la mode. En ce qui concerne maintenant la puissance réactive, elle ne produit aucun effet direct, aucun mouvement, aucun éclairage, rien, nada. Pour bien comprendre le phénomène, commençons en courant continu. Pour la source, tension et courant sont ici en convention générateur. Pour le récepteur, tension et courant sont ici opposés, donc convention récepteur. Si je prends les tensions et les courants tous positifs, on trouve bien un transfert d'énergie de la source vers le récepteur. Prenons un exemple au hasard avec 7 volts et 7 ampères. La source fournit donc 49 watts et le récepteur reçoit ces 49 watts. Faisons maintenant une petite analogie où la puissance serait de l'argent. Un peu comme dans la vraie vie, avec notre monde moderne où l'argent permet de faire beaucoup d'activités ou pas. Et l'analogie n'est pas si stupide que ça, car c'est bien l'énergie active que l'on paye. Si j'applique donc cette analogie à l'exemple des 49 watts, ça va se traduire par une demande du consommateur de 49 euros. Et la source va fournir l'argent en permanence. Il y a donc des transferts de fonds réguliers. Ok, super. Revenons au schéma électrique et je passe maintenant en alternatif sinusoïdal. La puissance, c'est toujours U fois I, mais du coup, elle varie au cours du temps. Prenons le cas d'une résistance, tension et courant sont en phase. La puissance, je multiplie les deux formes sinusoïdales. Le max, c'est le produit des max et le min, c'est 0. En conclusion, la puissance instantanée fluctue et sa valeur moyenne, c'est ce que l'on appelle la puissance active. Si je reviens à mon analogie financière, ça revient à dire que le transfert se fait avec des sommes inégales, variables au cours du temps. Parfois beaucoup, on achète de la viande, parfois pas beaucoup, on mange des pâtes, parfois moyen, mais quoi qu'il arrive, à la fin du mois, le compte est bon. Ok, mais la grande question, c'est que se passe-t-il si le récepteur est quelconque d'impédance Z? Eh bien, tension et courant ne sont plus en phase. On note phi, l'angle de déphasage. Par exemple, ici, phi positif, donc retard de I par rapport à U,
Conséquence directe, c'est que la puissance passe parfois en négatif. Et donc, une partie de l'énergie est renvoyée au générateur. Ce renvoi, c'est la fameuse réaction qui a donné son nom à la puissance réactive. Puissance réactive dont la valeur donnera une mesure de la quantité de ces renvois ou échanges d'énergie. Si je reviens à mon analogie, pour 49 € demandés, le générateur maintenant va fournir plus, par exemple 50 € et le consommateur va lui renvoyer 1 €. C'est pas beaucoup dans ce cas, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de puissance réactive. À l'inverse, s'il y a beaucoup de puissance réactive, c'est qu'il y a eu beaucoup d'argent échangé, donc trop envoyé au départ et donc gros retour à l'envoyeur. Conséquence, le réactif engendre des transferts importants d'énergie qui au final ne servent à rien. Électriquement, le courant sera bien supérieur à celui qui serait utile pour produire l'action voulue sur le récepteur. À l'inverse, avec très peu de réactifs, on ne transporte que ce qui est utile. Le courant est donc minimum, c'est-à-dire juste ce qu'il faut. C'est ce que l'on appelle la composante active du courant. Allez, petite démo Excel. Je prends une tension max de 10 volts, c'est la crête ici, ce qui fait 7 et quelques en efficace. Ensuite, le courant, je peux le changer. Je vais le mettre à l'identique, comme ça on aura 10, 10, ce qui fait 7 et 7, comme sur l'exemple de tout à l'heure. Alors 7 et quelques, donc ça fait 50 au final. Donc ça, c'est la puissance active. Le déphasage, il est de 0. On voit les deux courbes qui sont ensemble. Ça nous donne donc 50 watts parce que ça va jusqu'à 100 en fluctuation, c'est-à-dire 100 sur le max, 0 ici, en valeur moyenne 50. On remarquera que la fluctuation a une fréquence double du signal, c'est-à-dire une fréquence de 100 Hz dans mon cas, puisque j'étais à 50 Hz pour la tension et le courant. Si je décale un petit peu, donc là, je vais faire un angle de 10 degrés en retard, c'est-à-dire un circuit inductif, et on voit que ça commence à passer au-dessous. On voit que la puissance diminue, 49, et que la puissance réactive commence à apparaître. Si je continue, on voit que plus on a de déphasage et plus la puissance va se décaler vers le bas. Et si on est complètement réactif, là, il n'y a plus de puissance. La valeur moyenne est à 0. Il y a pourtant du courant. C'est pour ça qu'il y a une puissance apparente. Il y a bien du courant qui passe, mais il ne sert à rien. Aucun effet n'est produit puisqu'il n'y a pas d'actif. Je peux voir ce qui se passe dans l'autre sens, c'est-à-dire si je passe en négatif, c'est-à-dire un courant en avance sur un circuit donc capacitif, on voit le même phénomène avec un décalage, mais le même phénomène, 0 de puissance. Donc pour une charge purement capacitive, il y a bien des échanges d'énergie en permanence, mais qui au final ne servent à rien. Et c'est la même chose pour les inductances. Le récepteur ne récupère rien d'utile pour produire de l'énergie. Différence cependant entre les signes pour L et C. Par convention, Q est positive pour les inductances, mais tout ça n'est qu'une convention. Dans les deux cas, la puissance réactive correspond toujours à des allers-retours d'énergie. Pour illustrer le concept, on dessine souvent un triangle avec P et Q. Le troisième côté, c'est S, la puissance apparente, qui, vu de loin, est une espèce de cumul de P et de Q. Et phi,
le déphasage entre I et U se retrouve dans le triangle. Avec phi positif, donc dans le sens trigo, on a un circuit inductif et Q positive. Avec phi négatif, dans le sens inverse du sens trigo, on a un circuit capacitif et Q négative. Et pour un circuit inductif et capacitif, on ajoute les Q avec leur sens respectif. Ici, sur l'exemple, on est plus capacitif qu'inductif. Une analogie du triangle, c'est le verre de bière. Ce qui est utile, c'est le liquide. La mousse, ça sert à rien. Et l'ensemble de P et Q, c'est S, la puissance apparente. Une autre analogie, c'est le chemin de halage. Si on regarde dans le dictionnaire, le halage, c'est l'action de aller. Comme par exemple, allez l'OM. Mais non, n'importe quoi, c'est l'action de tirer un bateau depuis la rive. Un boulot pas très bien payé, mais qui maintient la condition physique. Et un boulot au grand air. Et pas polluant. Avis aux bobos écolos parisiens, voici un métier pour votre reconversion. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est simple, le haleur doit tirer. Mais sur le bateau, il ne faut pas rester sans rien faire, sinon c'est le drame. Il faut tourner le gouvernail pour créer une force de réaction, qui, en combinaison avec la force du haleur, va générer la force motrice pour avancer tout droit. Si on regroupe ces forces, ça donne le triangle qui est à l'image de P, Q et S. Et ça montre que toute la force du haleur n'est pas utilisée pour avancer, à cause de la force de réaction qui est pourtant indispensable. En reprenant mon fichier Excel de tout à l'heure, on peut calculer et montrer qu'avec un courant identique, plus le récepteur demande de réactif, moins on peut transmettre de puissance. Dit autrement, pour une puissance fixe demandée par la charge, ici 50 watts sur l'exemple, eh bien le courant doit être de plus en plus grand si le réactif augmente. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que la puissance réactive, c'est bien ou pas? Eh bien, réponse de Normand, des fois oui et des fois non. Pour les machines électriques, la question ne se pose pas, le réactif, il est indispensable pour la magnétisation. Obligatoire, comme le gouvernail du bateau. Sans lui, ça ne fonctionne pas. Mais il est possible de le compenser. On parle d'installation, d'amélioration du facteur de puissance, qui existe même à petite échelle. Par contre, pour les câbles de transport d'énergie, c'est plus compliqué. Pour l'aérien, pas de problème, les câbles ne sont pas isolés. Par contre, pour les câbles isolés, eh bien, l'isolant se comporte en condensateur, évidemment. Donc ça donne un schéma comme ça, avec la capacité linéique du câble que l'on retrouve tout le long du parcours. Eh bien, le courant, il n'en reste plus beaucoup à la fin. En 400 kV alternatifs, on ne peut pas aller à plus de 20 km. Et c'est pour ça que l'on a construit et continue de construire des lignes à courant continu. Parce que le courant continu, il ne peut pas traverser un condensateur. Donc, à la fin du parcours, on récupère tout. C'est magique. Mais il ne faut pas oublier de construire une petite station de plusieurs hectares pour la conversion AC-DC de part et d'autre du câble, avec quelques petits transformateurs, un jeu d'enfant. Allez, autre sujet lié à la puissance réactive et parfois mal interprété.
Pour mieux comprendre, je repars de mon analogie avec les sous-sous et dans laquelle j'ai oublié tout à l'heure de payer le transport. Le transport, il existe même sans réactif, c'est ce que l'on appelle les pertes en ligne. Par exemple, ici, 11 € pour le transport, ça veut dire que la source doit fournir 60 € au total pour que le récepteur retrouve ses 49. Et bien sûr, avec du réactif, les échanges sont plus gros, donc on payera plus cher le transport. Au niveau électrique, les pertes lors du transport sont liées à la résistance du conducteur. Petite valeur, mais non négligeable au final. Et ces pertes augmentent avec la présence de réactifs, car il engendre une augmentation du courant. C'est un effet collatéral. Allez, vous savez tout ou presque, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.